Et maintenant, une découverte. Savez-vous comment le chanteur Grégoire est devenu célèbre? Eh bien, grâce à des particuliers qui ont financé son premier album. Son album est devenu un succès et ses contributeurs ont largement rentabilisé leur mise. C'est un exemple de ce que l'on appelle aujourd'hui le crowdfunding, financement par la foule ou financement participatif. Vous pouvez, pourquoi pas, financer un film, une récolte de vin, une épicerie solidaire à l'autre bout du monde. Nous avons voulu savoir qui sont ces donateurs d'un nouveau genre et s'agit-il de solidarité ou de business? C'est le reportage de Laurent Hakim, Mathieu Nivenglowski et Annie-Claude Becquet et vous retrouverez ensuite Laurent et Françoise sur notre plateau. Ce soir à Paris, l'Olympia joue à guichet fermé. Une file d'attente sans fin s'étire sur le boulevard des Capucines. Près de 2000 spectateurs viennent écouter la nouvelle idole des internautes qui ont financé son album. Elle s'appelle Irma. La scène mythique de l'Olympia, un rêve pour cette jeune chanteuse inconnue il y a encore 2 ans et aujourd'hui classée disque d'or. Quelques-unes de ses chansons sont devenues des tubes. Quand des dizaines d'internautes apportent des fonds à un artiste comme Irma, on appelle cela le financement participatif. Et désormais, cette collecte d'argent ne concerne plus seulement la musique. Des agriculteurs trop endettés pour solliciter un prêt en appellent à la générosité des internautes pour financer des projets. On voit qu'il y a 194 donateurs. Voilà, oui. Vous les connaissez? Vous savez qui c'est? Non. 194 personnes? Non, je les connais pas encore. Je sais pas, j'ai pas le nom. Des laboratoires de recherche médicale boudés par les banques trouvent des fonds grâce au web et les internautes en deviennent actionnaires. Voir qu'il y a des gens qui sont embauchés, voir qu'il y a la recherche qui avance et on se sent réellement utile en fait. Dans les écoles, les lycéens apprennent l'économie solidaire et leurs dons sur le web financent des micro-entreprises dans des pays en développement. On est en train de créer des espèces de banques citoyennes universelles. Et je trouve la symbolique très forte. De dire qu'on est capable demain de fédérer des millions d'internautes sur du financement, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Le financement par Internet est-il l'expression d'une nouvelle solidarité ou le vecteur d'un nouveau business? Qui sont ces donateurs qui mettent la main à la poche en période de crise? Ce phénomène de plus en plus populaire est-il précurseur de l'économie de demain? Des milliers de spectateurs, des centaines de donateurs. Pour Irma, les sorties de scène sont toujours un mélange d'émotions et de gratitude. C'est grâce à ces 416 producteurs qu'il m'arrive tout ça aujourd'hui. S'ils n'avaient pas été là dès le début, ça n'aurait rien passé pour moi du tout. Donc voilà, ils ont donné, ça a été l'étincelle. Et voilà, et tous les jours, je suis pleine de reconnaissance pour ces 416 personnes. Depuis son plus jeune âge, au Cameroun puis en France, Irma chante et joue de la musique dans sa chambre et se filme avec une petite caméra. Pour réaliser son disque, elle demande l'aide financière des internautes sur un site web. Ils se mobilisent par centaines. Au total, 70 000 € sont réunis en seulement 48 heures. Ce site web, c'est celui de My Major Company, la start-up qui a fait connaître le financement communautaire en France. Sévan Barsikian en est l'un des fondateurs. Là, vous êtes au sein même du label, avec le directeur marketing au téléphone, l'équipe marketing et l'équipe promo, avec une équipe de développeurs web et les équipes de chefs de projet qui vont aller chercher des projets. My Major Company, c'est avant tout une ritournelle. Et le prénom d'un jeune inconnu, Grégoire, propulsé en 2008 au sommet des hit-parades. Le premier album financé par le web, un succès retentissant. Le phénomène Grégoire nous a apporté un éclairage qu'on n'aurait sans doute jamais eu. Parce qu'effectivement, du coup, Grégoire est devenu l'artiste qui a été produit par les internautes sur My Major Company. Et ça nous a donné une existence énorme, non seulement aux yeux du public, mais aussi aux yeux des professionnels de la musique. Le disque de Grégoire s'est vendu à plus d'1,5 million d'exemplaires. Un succès qui a donné envie à d'autres internautes de financer des chanteurs. Mais qui sont ces nouveaux financiers du web? C'est à Lisieux que nous allons rencontrer Julien, un jeune cuisinier de 25 ans.
En entendant « toi plus moi », il s'est dit « et pourquoi pas moi ?» Je me suis renseigné sur Internet, je me suis inscrit sur le site au mois de mai 2010. Là, j'ai commencé à miser avec ma première paye. En quelques clics, Julien sélectionne un projet qui l'intéresse et mise quelques dizaines d'euros. Chaque don fait progresser la jauge, ici en vert. Si le financement est bouclé et que le projet a du succès, Julien pourra toucher des bénéfices. Il a participé ainsi à la réalisation de 3 disques, de 2 livres et d'une bande dessinée. Pour l'amour de l'art, bien plus que par sens des affaires. Vous avez récupéré votre mise à chaque fois ou pas? Non, pour No Life, j'ai misé 50 euros, récupéré une vingtaine. Ouais. Et Jude Air, qui est sorti l'année dernière seulement, j'ai récupéré une dizaine d'euros. Sur combien, la mise 20 euros. À l'heure actuelle, c'est pas rentable, bien sûr. Mais vous, ça vous intéresse quand même, parce que vous avez l'impression d'aider à... On aide et on crée un lien avec les artistes. Notre nom est cité à la fin de chaque livre, ou est inscrit à l'intérieur des pochettes de CD. Tous les noms des producteurs sont... Et vous avez cherché le vôtre, là? Dans celle-là, oui, il est là. Oui, il est où? Là. Petit nom, mais grande fierté. Julien surveille l'avancée de ses projets et guette d'éventuels bénéfices. Son entourage, lui, est moins convaincu. Nicolas et Clément doutent de l'intérêt d'investir ainsi. Je sais pas si on le ferait. Le principe est bien, après il faut quand même avoir un minimum d'argent à se dire tous les mois, tiens, je mets un petit peu de sous là-dedans, sachant que c'est pas forcément sûr que ça rapporte quelque chose. Donc bon, c'est un risque aussi, sachant qu'on est en une période où c'est quand même pas facile tous les mois, donc... Toi, c'est le risque qui te fait peur. Ah bah oui. C'est pas si tu mets 150 euros de pas les retrouver. Ah bah oui, ça c'est clair. Enfin, en gros, c'est comme si tu me donnais de l'argent et puis que je te le rendais jamais, quoi. T'as pas de projet, toi. Si, j'en ai. Tu peux nous en donner, hein, c'est pas le souci. On est des artistes aussi. Allez. Si dans le domaine artistique, on peut espérer un bénéfice, dans d'autres domaines, les internautes donnent sans rien attendre en retour. C'est le cas à Allainville, dans les Yvelines. Voici Philippe Ridet et ses 75 vaches. Ensemble, ils fabriquent du fromage et toute une variété de laitage. Face au succès de ces produits artisanaux, Philippe souhaite se mécaniser. Une conditionneuse de yaourt permettrait par exemple de remplacer une succession de tâches manuelles. Bonjour. Remplissage, sertissage, étiquetage des yaourts. Du travail à la chaîne pour ces 3 employés, car le rendement est conséquent. Un bon 1000 yaourts par jour, autour de 1000 yaourts, oui. Et la machine, elle va pouvoir... Elle en fera autant, sauf que ça libérera du monde. Mais la machine à yaourt n'est pas donnée, 18 000 euros. Des subventions locales lui en paieront plus d'un tiers. Pour compléter son enveloppe, Philippe a donc inscrit son projet sur un site participatif. Il a demandé 8 100 euros. Et à sa grande surprise, il en a déjà récolté 8 290, une aubaine pour lui qui n'ose plus souscrire de crédit. J'ai déjà pas mal d'emprunts sur le dos, je voulais pas ralourdir la barque. Et donc s'il avait fallu que j'autofinance cet achat, ça aurait pris plus de temps. Donc là, c'est vrai que les internautes me donnent un sacré coup de main. Un tel soutien financier à un agriculteur est une nouveauté en France. Et ce financement, les internautes n'en attendent rien. C'est du don, sans contrepartie. Ce qui est étonnant, c'est quand même la générosité des gens, surtout pour ce type de production. On n'a pas l'habitude. Bon, les gens donnent pour des causes, on va dire, humanitaires ou de ce genre-là, mais pour ce type de production, non, c'est une première et c'est surprenant et encourageant. Comme chaque samedi, Philippe vient vendre ses produits sur les marchés parisiens, comme ici au bord du canal Saint-Martin. C'est là qu'il retrouve d'autres petits producteurs comme lui. Bonjour. Il y retrouve aussi Hélène, qui lui a soufflé la bonne idée du financement participatif. Il nous faut la crème et la faisselle, parce qu'on fait les pommes au four avec la faisselle. D'accord, ça c'est pas un problème. Okay.
Hélène était convaincue du soutien des internautes. Les consommateurs peuvent aussi un peu infléchir, alors vraiment à une toute petite échelle, mais l'agriculture qu'ils veulent pour demain. Et que les gens aient cette conscience-là et cette envie-là, je pense que ça montre quand même une évolution des mentalités, quand on a envie d'agir sur ce qu'on veut manger demain, et pas que par la consommation, aussi par le don, aussi par quelque chose de généreux. Voilà. Merci à vous. Dans quelques jours, Philippe ira donc acheter comme prévu sa machine à yaourt. Le web a créé une relation de confiance entre les donateurs et l'agriculteur. Et voilà, ça c'est pour vous. Même si aucun contrôle n'est prévu, alors je ne dis pas que tout le monde viendra visiter, mais il sera possible de faire une visite groupée, par exemple, de visiter la ferme et d'aller voir l'outil fonctionner. Venir à la ferme, une récompense qui suffit aux internautes. Car le financement participatif, c'est aussi cela, créer du lien. Ce soir, justement, dans le quartier populaire de la Goutte d'Or à Paris, une étrange réunion de donateurs se prépare. Une assemblée générale autour d'une bière, au milieu des cuves d'orge et de houblon. Dans le rôle du patron, Thierry Roche, un ancien créatif dans la publicité reconverti en artisan brasseur. 176 internautes l'ont aidé dans cette reconversion. C'est pas mal, 176. Au total, plus de 8200 € collectés. Chaque internaute savait dès le départ que les intérêts seraient versés en bouteilles de bière. Ça motive. Pour Chloé, ce sera 3 bouteilles de bière. Je vous mets un sac, c'est plus pratique. Pour Ludovic, c'est carrément un carton de 9. Il avait versé 80 €, ça fait la bière à 9 €, mais créer du lien, ça n'a pas de prix. C'est une manière de retisser des liens, ce genre de manifestation où virtuellement on s'est retrouvé autour d'un projet et puis quand le projet prend forme, on se retrouve réellement autour d'un verre. Je trouve ça sympa, un carton. Quand Thierry Roche a vu grimper sa jauge sur le web, il a compris que sa brasserie artisanale allait faire des adeptes. Ouais, j'ai fait des études de maths, c'est cool. Si vous réussissez à faire bouger les gens autour de votre projet, c'est que votre business plan, votre vision stratégique, elle n'est pas à côté de la plaque. C'est que ça réagit, quoi. Mais la facture pour monter un tel commerce dépasse largement le montant des dons. Au total, Thierry a eu besoin de 180 000 € pour la location du local et l'achat d'un matériel coûteux. Des cuves de cuisson, d'autres pour la fermentation. Impossible de se passer d'un crédit. Alors Thierry a joué un coup de poker avec sa banquière. La somme réunie sur le web est devenue à la fois un apport personnel et un gage de réussite. Ça a marché. Sa conseillère financière lui a accordé son prêt. Mes points de vente, je crois que j'en ai 10. Moi, je vous ai rencontré, c'était avant la clôture de la collecte, et j'avais fait le pari que ça marcherait. Cette somme, elle était intégrée dans mon budget. On dit qu'il y a 170 personnes qui ont donné de l'argent. En général, quand on va sur quelque chose et qu'on en est content, on en parle autour de nous. Donc ça fait de la notoriété et ça crédibilise le projet. Et puis on se dit, on n'est pas... Enfin, moi en tant que banque, je suis pas la seule à avoir cru au projet. Ça rassure aussi sa capacité à vendre le produit. Voilà, c'est ça. Ça rassure sur le fait que c'est un produit qui plaît. Et à nous rembourser. Et à nous rembourser, ouais. Allez, je vous en prie. Le brasseur comme l'agriculteur ont bénéficié de dons des internautes. Je vous dis à bientôt. Mais le financement participatif peut devenir un véritable investissement qui peut rapporter gros. À Toulouse, ce laboratoire de recherche médicale s'est créé grâce aux internautes. C'est une première. Sans les internautes, pas de labo. La recherche médicale, c'est trop risqué pour les banques. Ici, on travaille à lutter contre les infections nosocomiales. Côté labo, les tests se font avec des liquides bleus. Côté bureau, pour les finances, l'avenir se trace au feutre rouge. Ça, plus des investissements qui vont aller augmenter. Début 2011, les deux fondateurs décrochent 300 000 € sur le web pour créer ce laboratoire. En échange, chaque investisseur devient actionnaire du labo. Stéphane Launay a investi ici 1 500 €. Bonjour. Bonjour. Stéphane Launay. Marc Laurent, enchanté. Ravi de faire votre connaissance.
J'allais presque vous dire bienvenue chez vous. Ça a été le cas pendant un moment. Un des nombreux actionnaires privés, ça fait. Bon, très content de cette opération. Et ici, pour Stéphane Launay, ce type d'investissement donne enfin du sens à son argent. Biochimique. Moi, j'ai souvent joué en bourse. Je pense que si je fais le compte au bout de pas mal d'années, j'ai peut-être pas beaucoup gagné d'argent, pas perdu non plus, mais il y a une distance qui me plaisait plus trop en bourse. Le fait d'être là et de voir concrètement ce que ça implique, voir qu'il y a des gens qui sont embauchés, voir qu'il y a la recherche qui avance, et on se sent réellement utile en fait. Le laboratoire voudrait maintenant passer à des essais cliniques sur l'homme, mais il faut beaucoup plus d'argent. Heureusement, le succès du financement participatif attire de nouveaux capitaux. Cet apport d'argent va maintenant permettre de franchir des étapes technologiques qui maintenant nous rendent totalement cible d'investisseurs professionnels, alors là pour des volumes plus conséquents. Au milieu de l'interview, son portable sonne. Marc Lemonnier attend l'appel d'un gros investisseur anglais. 5 millions d'euros sont en jeu. Hello? Et justement, c'est lui. Hi Tim, I'm fine and you, how are you today? Mais la négociation doit rester confidentielle. Une demi-heure plus tard, les nouvelles ont l'air plutôt bonnes. Alors ça se concrétise, ça se concrétise et là je pense qu'on est, on est dans le même bateau là. Donc c'est toujours un grand moment pour une société de voir que les investisseurs ont compris le modèle et qu'ils nous accompagnent et qu'on va créer de la valeur ensemble. Ça bouge ou quoi? Le financement participatif a donc plusieurs visages. Le don, l'investissement, l'actionnariat. Mais aux États-Unis, le système a carrément pour ambition de remplacer les banques. Nous voici à San Francisco, en Californie. Ici, le financement participatif, le crowdfunding, ne concerne plus seulement des projets, mais aussi des crédits à la consommation. Car depuis la crise financière américaine, les banques prennent jusqu'à 25% d'intérêt. Le financement par le web permet donc des prêts de particulier à particulier, bien plus avantageux. Comme 80 000 Américains, Indra Singhal prête ainsi de l'argent pour toucher des intérêts. Et sur le web, c'est lui-même qui décide à qui il va prêter. Cette personne gagne 6 250 $ par mois. Il est propriétaire de sa maison, il a le même travail depuis 4 ans, il habite au Texas et il n'a que 15% d'endettement. C'est bien parce que si ce taux d'endettement est trop élevé, les risques sont plus importants pour le prêteur. Ça correspond exactement à mes critères pour investir. Casting maximum, risque minimum. Indra Singhal a ainsi touché 23 500 $ d'intérêt, soit 17 000 €, c'est plus de 10% par an. Il trouve que ce système remplace avantageusement l'épargne dans une banque. Il y a 3 motivations. D'abord, vous savez que la banque n'a plus l'exclusivité des profits. Deuxièmement, vous avez de meilleurs dividendes. Troisièmement, l'emprunteur bénéficie de taux d'intérêt moins élevés. Avec ces 3 paramètres, les affaires vont mieux pour tout le monde. De là à dire que c'est prendre sa revanche sur les banques, peut-être que chez certains cela leur traverse l'esprit et qu'ils se disent « c'est bien, je ne confie plus mon argent à la banque ». Ce système Made in USA s'appelle Lending Club, le club des prêteurs. Par contre, le créateur s'appelle Renaud Laplanche, Made in France. À force d'être surnommé le Français qui prête aux Américains, il devient quasiment un Américain. J'ai l'intention de prendre la nationalité américaine et de garder la double nationalité. Mes enfants qui sont nés ici ont aussi la double nationalité, ma femme est américaine. Et voilà, j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de familles en France et on retourne souvent en France. Voilà, donc là on est arrivé au bureau. Créé ici à San Francisco en 2007, son site web vient de fêter son premier $1 milliard de prêts. Une cinquantaine d'embauches, un étage de bureaux supplémentaires. Le Lending Club est en pleine croissance.
Donc ça c'est l'espace principal avec une cinquantaine d'employés qui travaillent ici, avec donc les équipes de Customer Service et vente et marketing. Côté gauche, on a les équipes de développement technologique. Ici, pas de folie des grandeurs, immeuble modeste, bureau standard, pas de guichet en marbre. L'argent est utilisé à autre chose, des prêts à la consommation meilleur marché et des intérêts plus élevés. Voilà, donc mon nouveau bureau. Des récompenses en cascade, des articles élogieux. Renaud Laplanche passe désormais pour l'une des personnes les plus influentes de la finance américaine. S'il n'y avait pas eu 2008, la crise, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui Lending Club aurait le même succès? Je pense que sur le long terme, les sociétés comme Lending Club peuvent prouver qu'elles réalisent des économies d'échelle et des économies de coûts par rapport aux banques. Et donc sur le long terme, on aurait réussi à prouver le modèle de toute manière. Je pense que la crise de 2008 nous a aidé à le prouver plus rapidement. Est-ce que vous êtes un complément de la banque ou vous êtes déjà la relève? Alors on construit la société comme une alternative aux banques et comme un remplacement du système bancaire américain. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Donc on s'y est mis il y a 5 ans. On y travaille pour les 15 ou 20 ans qui viennent. Et c'est vrai qu'on pense que dans les 20 ans qui viennent, Lending Club sera vraiment le modèle bancaire américain et remplacera le modèle existant. Vous êtes en face de banques importantes américaines. Oui, alors en fait, donc vous avez ici nos bureaux donnent exactement sur le siège de Citibank à San Francisco, qui est l'immeuble avec les colonnes. Et juste derrière, vous avez l'immeuble de Wells Fargo, la 3e banque américaine. Donc c'est bien parce que quand on a des clients qui viennent ici, ça nous permet de leur montrer, quand on parle de coûts d'infrastructure, voilà, c'est en face de vous. Et alors, il n'y a pas des banquiers qui vous regardent par la fenêtre en disant en face, ils veulent notre peau? Oui, on baisse les rideaux quand on fait des présentations. Aux États-Unis, le succès du crowdfunding, le financement participatif, aidera peut-être à restaurer la confiance dans la finance. En France, par contre, cette confiance connaît ses premiers déboires. Après l'avoir mise en lumière, le monde de la musique jette une ombre sur le financement participatif. Nous voici dans le sud-ouest, à quelques kilomètres d'Orthez. Une chanteuse garde un souvenir cuisant de son financement participatif. En 2009, près de 500 internautes misent sur son album, un disque qu'ils ne verront jamais. Car à la veille d'entrer en studio, Célène constate que le site web ne répond plus. Les dirigeants ne sont plus joignables ni par téléphone ni par mail. Donc c'est un petit peu la surprise, mauvaise surprise pour tout le monde, pour les internautes, pour les artistes. On s'appelle, nous, entre artistes, qu'est-ce qui se passe? Le contact est rompu et bientôt le verdict tombe. C'est la liquidation judiciaire de la société. Les 50 000 € collectés pour le disque de Célène ont disparu, engloutis dans la déroute financière du label. Depuis le début, on me dit que de toute façon, les comptes des artistes sont vraiment des comptes bloqués, séparés. Je suis peut-être encore naïve à l'époque et je me dis, au moins mes 50 000 € sont sur un compte bloqué, on va rembourser tout le monde et puis on verra après. Et en fait, c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. C'est pas le cas du tout. Les caisses sont vides. Votre argent a été transféré autre part pour faire autre chose? J'ai jamais su où est-ce qu'il était passé cet argent, mais aujourd'hui, 3 ans après, je peux vous dire que sur mes 474 producteurs, aucun n'a été remboursé. Pendant des mois et des mois, j'ai demandé à des internautes de me faire confiance. Et là, je n'ai pas de réponse à leur apporter. Ça, c'est la plus grosse gifle. Voilà. Parce que, on a honte. Nous voulions interroger le fondateur du site web sur l'argent misé par les internautes. Voici sa réponse. Non merci, cela ne m'intéresse pas, je suis passé à autre chose. Désormais, Célène a tiré un trait sur le financement participatif, mais elle a repris le chemin des studios pour sortir elle-même son album. Si des artistes gardent un goût amer du financement participatif, des internautes eux aussi dénoncent des dysfonctionnements. Et l'on reparle de My Major Company. À Poitiers, Muriel est une fidèle de ce label. Elle a misé 600 € et son mari presque autant sur un même artiste. Arnaud Santamaria.
un chanteur produit par My Major Company. Mais elle n'a jamais pu trouver son disque. Et rien dans les S. Et ils sont plusieurs dans ce cas. Et pas de Anna non plus. Et pas de Wendy Nazari. Selon Muriel, tous les artistes du label ne sont pas logés à la même enseigne. L'un des derniers sortis n'a eu droit qu'à une bien maigre mise en rayon. Seuls 1000 CD avaient été pressés pour distribuer sur toute la France. Et 1000 CD, je ne sais pas combien de Fnac ou de Leclerc ou d'autres enseignes existent sur la France en termes d'enseignes professionnelles du disque, mais ça me semble bien peu, quoi. Des artistes mal distribués, des albums qui mettent parfois des années à sortir. Financé début 2010, le groupe Juno a attendu pendant 2 ans et demi. Financé en juin 2009, Julien Comblat n'a toujours pas d'album. Quant à Adam Davis, après 2 ans d'attente, il a jeté l'éponge et quitté My Major Company. Pour unir leurs forces, les internautes en colère ont créé leur forum sur le web, baptisé « Les Pigeons ». Certains ont même déposé plainte. Tous demandent des comptes sur l'usage de leur argent. Il y a beaucoup aussi d'internautes qui ont eu l'impression de ne pas vivre le participatif qu'on leur avait promis. Qu'est-ce que ça voulait dire vivre le participatif? C'est-à-dire que sur la création de l'album, choisir les titres, choisir la pochette, et le terme producteur qui était voilà, mis partout, qui était présent partout. On a quand même une communication qui est sur le rêve, sur le participatif, et très clairement, nous sommes nombreux à ne pas nous retrouver là-dedans. Ils ont misé leur propre argent. Ils sont appelés coproducteurs. Les internautes s'attendent donc à jouer un vrai rôle. Et c'est là qu'est le malentendu. Car système participatif ou pas, le marché du disque reste aux mains des mêmes décideurs. On sait qu'on ne peut pas contenter tout le monde. On sait que tous les artistes ne peuvent pas exploser pour des raisons simples, des raisons de place, des fois en radio, des raisons de style. Ça n'empêche pas que les internautes aient misé sur eux, mais effectivement, ils ne rencontrent pas le succès parce qu'on n'arrive pas à les développer et à les médiatiser suffisamment. Gloire et déboire du financement participatif. Finalement, c'est quand il est généreux qu'il marche le mieux. Et parfois, il faut se lever tôt pour aller le défendre. Il est 5h30 du matin. Ancien gestionnaire de grande fortune, Arnaud Poissonnier a connu les très riches avant d'œuvrer pour les très pauvres. Il a créé Babylone, un site web pour le microcrédit solidaire, et il donne de sa personne. On est sur l'autoroute A6 en direction de Moulins, dans l'Allier. Donc on part pour 2h30 de route pour arriver là-bas, puisqu'on a rendez-vous à 9h. À Moulins, chaque année, le lycée Théodore de Banville collecte de l'argent pour financer des micro-entreprises dans le monde. Le cours d'économie sert à concrétiser cette solidarité. Et ça commence par le rappel de quelques chiffres. Qui parmi vous a un compte en banque? Tout le monde a un compte en banque? D'après vous, quel est le pourcentage de la population mondiale, donc aujourd'hui 7 milliards d'habitants sur la planète, le pourcentage de la population mondiale qui n'a pas accès à la banque, c'est-à-dire les banques refusent? Aujourd'hui, 80% de la population mondiale n'a pas accès à la banque. On n'imagine pas ça, c'est incroyable. Ben, c'est comme ça. Et pire, 90% de la population mondiale n'a pas accès au crédit. Sur le site web, ces banquiers d'un jour choisissent le projet qu'ils vont soutenir. Des prêts modestes, quelques centaines d'euros, remboursés sans intérêt. Offrir à son enfant tout ce qu'il a besoin. Oui, ça c'est bien. En plus, elle est mère célibataire, donc ça fait... Ouais, elle n'a pas beaucoup de stabilité. Anaïs et ses copines ont une petite idée, mais elles hésitent encore. Il n'y a que 3 personnes qui vont financer, dont 2 Français. Il y a Maria aussi, l'épicerie au Pérou en dessous. La partie elle arrive. Et puis finalement, elle se décide. On a retenu le projet de Tania Cecilia, l'épicerie de Tania, au Nicaragua. On a regardé la description qui était faite en fait, de cette femme. On a vu qu'elle avait un enfant à charge, que c'était une mère célibataire. Ensuite, on a regardé... Elle voulait terminer ses études. Et voilà, donc c'était un projet utile. Et il reste que 380 € à financer, donc on se dit qu'on peut l'aider à aboutir. Sous le regard d'Arnaud Poissonnier, chaque groupe vient défendre son projet. Puis c'est le moment du référendum. On vote
si on n'arrive pas à départager, on fera effectivement un double financement, mais avec moitié moins de moyens. Donc c'est les poules en Équateur? Oui. C'est ça. Donc celui-là, on le boucle, il restait 100 € à financer, il sera fini. 100 € pour les poules, mais la classe dispose encore de 133 €. Le projet défendu par les filles est donc encore en course. Alors, l'épicerie au Nicaragua, qui soutient? Tout le monde. Merci. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il est finalement retenu. 11, 12, 13. Je suis très contente. Comme ça, on a abouti. Le projet qu'on avait choisi, il aura quand même avancé. Et puis, comme elle avait des ambitions aussi, on va voir si elle les réalise. Oui. Son avenir. Maintenant, on se sent vraiment concerné par son projet. Comment on s'est impliqué dedans. À leur tour, ces nouveaux internautes solidaires devraient promouvoir le système, car le financement participatif est, paraît-il, communicatif. On voit derrière des effets, je vais dire collatéraux, mais des beaux effets collatéraux où on voit les enfants qui vont voir leurs parents en disant « Ah mais attends papa, maman, on a fait un truc super à l'école, on a fait de la solidarité sur Babylone. » Du coup, la famille se met à ouvrir un compte. Il y a des effets de viralité qui sont très intéressants. Oui, le sujet intéresse. Le financement participatif est de plus en plus populaire dans le monde. En France, 35 000 personnes ont déjà soutenu un projet. Chaque jour sur la planète, un nouveau site participatif se crée sur le web. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Alors dans votre reportage, ce sont essentiellement des anonymes qui ont recours à ce financement participatif. Il semblerait qu'il y ait des personnalités aujourd'hui qui aient recours à ce système. Alors qui sont-elles et pourquoi le font-elles? Alors de plus en plus effectivement des personnalités. Prenons l'exemple de Thierry Marx, le grand chef cuisinier. Il veut lancer une école de boulangerie qui serait gratuite. Donc il a besoin de 10 000 € pour financer les 4 premiers élèves. Il demande en financement participatif cette somme de 10 000 €. François Morel, le comédien bien connu, fait appel au financement participatif également pour lancer une série de spectacles qu'il monte à Paris pour les mois qui viennent. Et il demande 15 000 €. Alors pourquoi font-ils appel à ce financement? Alors l'idée c'est d'associer les gens au projet, de les impliquer, peut-être d'ailleurs de faire le buzz après pour une certaine clientèle. Une fois que les internautes ont misé, ils se sentent un peu impliqués dans la réalisation du projet. Et puis il y a forcément un effet communication, puisqu'on parle du projet avant même qu'il ait été créé, qu'il ait été monté quand c'est un spectacle ou une école de boulangerie. Alors une des révélations de votre reportage, ce sont ces prêts de particulier à particulier qui existent aux États-Unis. Est-ce que ça existe déjà en France? Est-ce que ça va concurrencer les banques? Concurrencer les banques, ce serait trop dire. Les sites de participatifs qui s'occupent de ce type de financement de prêts entre particuliers sont généralement adossés à une banque de manière à garantir les sommes pour éviter les défections. Ou bien ont besoin de l'agrément de la Banque de France. Donc les remplacer, non. En revanche, il existe une plateforme en France principale qui s'occupe de prêts entre particuliers, qui revendique d'avoir déjà prêté 12 millions d'euros. Aux États-Unis, c'est déjà 1 milliard de dollars. On est encore loin. Mais à la même échelle. Voilà, mais ça progresse et on a entendu que ces dernières semaines, 2 ministres souhaitaient faire la promotion du financement participatif en France, le ministre de l'économie et la ministre chargée des petites et moyennes entreprises. Peut-être arriveront-ils à assouplir les réglementations qui, pour l'instant, entravent un petit peu la multiplication des plateformes de financement participatif. Merci Laurent.